Merci au comité organisateur de m'avoir invité, au CRUGEF, Michel Doré, France Nadeau, Vanessa Fournier, Annie Vaillancourt, évidemment, Jasmin Roy, président fondateur de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, Laurine Larouche, directrice générale du GRI Québec. Donc, merci pour vraiment cette école d'été au programme aussi passionnant qu'important. Et je suis heureux en fait d'avoir l'occasion aussi de présenter les données dont on dispose au Québec sur les jeunes LGBTQ2+, en dehors des cercles restreints habituels et donc de pouvoir rejoindre euh, donc un auditoire plus large. Euh, pour commencer, permettez-moi de commencer par faire ce qu'on appelle une reconnaissance du territoire ancestral non cédé sur lequel on se situe. Alors, mis à part la PD Brave, il y a peu de traités qui balisent au Québec la cohabitation des descendants des peuples colonisateurs avec les peuples autochtones, gardiens des terres et des eaux, qui nous permettent de nous ressourcer. Alors, la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres est située à Tiohtià:ke, connu comme Montréal, un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé et qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations, dont la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne. Alors, c'est avec humilité que je reconnais qu'on est ici en terre d'accueil et que les conséquences de la colonisation, elles sont marquées par le traumatisme et le déracinement et elles sont encore actuelles pour les peuples autochtones. Alors, cette pratique de reconnaissance qui devient la norme dans la plupart des activités scientifiques dans le monde, au Canada également, c'est une marque d'hommage et de respect envers les peuples autochtones et s'inscrit dans un processus de réconciliation. Et c'est important d'en parler, particulièrement dans le contexte de ma présentation, et c'est un sens particulier parce que les données historiques et culturelles dont on dispose montrent que les conceptions du genre et de la sexualité des peuples autochtones, elles ont été dans beaucoup de cas beaucoup plus inclusives que celles qui sont aujourd'hui les nôtres. Et donc, c'est en grande partie la colonisation, en fait, qui nous a fait perdre et qui leur a fait perdre non seulement ces conceptions plus riches et diversifiées du genre et de la sexualité, mais qui nous a aussi fait perdre l'occasion d'apprendre de ces peuples. Alors, j'avais prévu une présentation qui allait aborder des éléments qui ont été déjà très bien abordés ce matin, donc je suis heureux que ces contenus aient pu être présentés, donc ça va me permettre d'aller plus rapidement sur les contenus directement liés à ma présentation. Donc, on va aborder ensemble combien de jeunes il y a qui s'identifient à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. Donc, une question qui revient souvent, comment ils se définissent. Et je vais introduire rapidement la question de l'oppression et de l'intersectionnalité comme cadre d'analyse. Et ensuite, je vais passer à travers un ensemble de défis qui reflètent vraiment des échecs à l'inclusion pour ces jeunes. Et donc, les échecs qui n'appartiennent pas aux jeunes, en fait, mais dont leur vécu témoigne de nos échecs comme société à les inclure et à assurer leur sécurité et leur santé. Alors, je vais vous faire la liste ici, je vais en parler pendant l'heure qui vient. Alors, au Canada, on fait la dernière enquête de Statistique Canada pour laquelle on a des données, enfin, sur les populations LGBTQ+, montre que 11% des étudiants de niveau post-secondaire de 17 à 24 ans s'identifiaient comme une personne lesbienne, gay, bisexuelle ou tout autre terme associé à la diversité sexuelle. Et 0,8% s'identifiaient comme personnes trans. C'est des chiffres, en fait, qui ressemblent pas mal à ce qu'on voit aussi aux États-Unis. Donc, dépendamment de l'âge, toujours autour de 10%, à peu près de 15% de jeunes LGBTQ+. Chez les jeunes trans, on voit en fait donc une récente méta-analyse dans le monde, 1,2 à presque 3% des jeunes et des adolescents sont trans. Et quand on prend en fait la proportion de jeunes créatifs dans leur genre, donc qui présentent une non-conformité de genre, ça montre à 2,5 à un peu plus de 8%. Donc, on parle quand même de sous-groupes et de groupes qui est assez important. Les données dont je vais vous parler, en fait, viennent essentiellement de projets auxquels j'ai participé comme chercheur, co-chercheur ou de données qu'on a analysées ici à la chaire. Donc, le projet PAGE, réalisé auprès de plus de 8000 élèves du secondaire au Québec. Le projet BRAVE, plus de 2000 jeunes LGBTQ2+, à travers le Canada. Le projet CEVI LGBTQ+,
près de 5000 personnes LGBTQ2+, à travers le Québec. Donc, c'est les trois projets sur lesquels je vais m'appuyer principalement, mais je vais aussi mobiliser les données de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes secondaires, qui est quand même une enquête qui a été faite auprès de plus de 60 000 élèves à travers le Québec en 2016 et 2017. Alors, dans les prochaines diapos, je vais vous montrer en fait comment les personnes de différents groupes d'âge décrivent leur orientation sexuelle. Alors ici, j'ai regroupé les personnes qui se disent homosexuelles, gays ou lesbiennes, et je vais attirer votre attention sur le fait que leur proportion diminue dans les plus jeunes cohortes. Autrement dit, ces termes de lesbiennes, homosexuelles, gays, en fait, ne sont plus les termes qui décrivent le mieux leur expérience. Et en fait, donc ce qu'on voit plutôt, c'est une montée en importance de termes différents. Et ça montre déjà que les jeunes LGBTQ+ ne forment pas un groupe homogène. Et je vais revenir plusieurs fois vraiment sur cette idée. Alors, pour le moment, je vais souligner deux choses. D'abord, comme vous voyez, donc la proportion de de personnes qui se disent bisexuelles augmente en fonction euh, en fait, diminue avec les cohortes d'âge. Donc, à gauche, on a les personnes de 65 ans et plus, ensuite les personnes de 55 à 64 ans, 45 à 54 ans, ainsi de suite, jusqu'au groupe d'âge 18-24, en fait, donc qui est celui où on voit donc 23 à peu près des jeunes de 18 à 24 ans s'identifient comme bisexuels. Alors, on peut observer aussi, donc c'est la même chose pour queer, on voit une tendance à la hausse chez les cohortes, dans les cohortes plus jeunes, la même chose pour des termes comme pansexuel, la même chose pour des termes asexuels, et ensuite une tendance relativement similaire, bien que moins accentuée, pour des termes autres. Et en fait, ce que je veux dire, donc, deux choses. Les orientations sexuelles exclusives envers un seul sexe ou un seul genre tendent à laisser leur place à des orientations sexuelles qui reflètent des attirances envers plusieurs sexes ou genres. Et la deuxième chose, c'est que la terminologie par laquelle on désigne son orientation sexuelle donc se modifie. Et cette modification, elle est au moins en partie liée à l'évolution de la manière dont notre compréhension de la pluralité des genres évolue. Et quand on quand on considérait qu'il y avait deux sexes ou deux genres, les termes comme hétéro, gay, lesbienne, bisexuel avaient du sens. Mais quand on commence à penser le genre en dehors de cette bicatégorisation homme-femme, non seulement on ne se pense plus tant soi-même à travers cette bicatégorisation, mais on arrête aussi de désigner nos partenaires. Et donc, on doit faire évoluer le langage pour refléter cette nouvelle conception du genre non binaire. Cette graphique, en fait, on constate que c'est autour de 29 ans en moyenne que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles nées en 55 ou avant faisaient leur coming out. Ce que je vais vous montrer, en fait, c'est que l'âge au premier dévoilement, en fait, parce qu'évidemment, le dévoilement, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie, hein, c'est quelque chose qu'on répète systématiquement avec toutes les nouvelles personnes qu'on ne connaît pas et qu'on juge devoir savoir, en fait, qu'on est une personne gay, lesbienne, bisexuelle ou queer, par exemple, et bien que cet âge, en fait, il diminue dans les cohortes plus jeunes. Et les données actuelles, en fait, donc, elles sont projetées ici, mais c'est les données de l'enquête LGBTQ+. Donc, on voit bien que ça passe donc de presque 30 ans jusqu'à 16 ans chez les personnes nées dans la dernière cohorte. L'enquête était limitée aux personnes de 18 ans et plus, mais les données montrent quand même que cet âge est maintenant de 14 ans, évidemment chez les personnes qui dévoilent. Hein. On n'a pas de données pour les personnes qui ne dévoilent pas. Alors, ces données suggèrent que la découverte de soi survient plus tôt, la révélation de soi survient plus tôt, et c'est peut-être effectivement parce que le contexte il y est plus favorable. Mais ça ne veut pas dire que négocier sa visibilité comme personne lesbienne, gay, bisexuelle, personne trans, même si les données ici ne portent pas sur les personnes trans, devient plus facile ou c'est également facile pour tous les groupes concernés. Et je vais revenir aussi sur cette idée très bientôt. On pense à l'identité de genre, en fait, qui désigne l'expérience subjective et individuelle du genre d'une personne. Ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont cisgenres, c'est-à-dire celles dont l'identité de genre correspond au sexe qui leur a été assigné à la naissance, diminuent dans les cohortes plus jeunes. C'est encore ici les données de l'enquête LGBTQ+, que je vous présente. Et ce que l'on constate, par ailleurs, c'est que
les jeunes ou les personnes, en fait, qui se disent ou qui sont trans et non-binaires sont plus nombreuses dans les plus jeunes cohortes. Donc, clairement, notre rapport au genre, à la masculinité, à la féminité est plus complexe et plus riche que la manière dont on classe les corps et les organes génitaux. Il y avait ici aussi une tendance, en fait, qui est rapportée par les chercheurs, par les cliniciens également, donc que les personnes assignées femmes à la naissance, dont l'identité de genre est non-binaire ou masculine, semblent devenir plus nombreuses, en fait, dans les plus jeunes cohortes, là. Donc, c'est une tendance observée aussi dans d'autres enquêtes. Alors, ces transformations, que ce soit tant de l'orientation sexuelle ou de la question du genre, en fait, elles témoignent d'une remise en question des normes traditionnelles. Et cette remise en question, c'est aussi celle de la distribution traditionnelle du pouvoir et de la capacité d'agir, comme j'en discuterai à l'instant. Alors, il y a deux normes principales qui touchent de manière commune les personnes LGBTQ+. Ce ne sont pas les seules, mais je vais commencer par celle-là. Alors, l'une qu'on appelle l'hétéronormativité, qui renforce l'idée que l'hétérosexualité est la sexualité idéale et que le mode de vie qui en découle est le plus légitime. L'autre forme, ou l'autre norme, en fait, c'est ce qu'on appelle la cisnormativité, qui, elle, valorise la correspondance entre l'identité de genre d'une personne et son sexe assigné à la naissance. Alors, ces normes s'appuient sur des systèmes de pensée qui sont profondément implantés dans nos institutions et qui trouvent leur origine historique dans des discours religieux qui ont diabolisé la diversité sexuelle et de genre, dans les discours médicaux et psychiatriques qui l'ont pathologisé, et dans des discours politiques qui ont fait des personnes LGBTQ+, des citoyens, des citoyennes de seconde zone. Alors, ces trois grands discours religieux, cliniques, médicaux, politiques sont encore actifs aujourd'hui et justifient l'inconfort, la désapprobation, voire l'hostilité à l'égard de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Ces discours, en fait, donc, qui ont permis de soutenir malheureusement l'hétérosexisme et le cissexisme, ce ne sont pas les seuls. Et les personnes LGBTQ+, donc, sont également à l'intersection de divers axes d'oppression. Donc, ces deux-là étant les plus importants. Mais leur vie est aussi influencée par d'autres axes. Et au cours du dernier siècle, en fait, les sciences sociales ont vraiment mis en lumière comment plusieurs axes de division au sein de la société agissaient sur les personnes. Et vous le voyez dans la figure suivante, en fait, ce qu'on appelle la roue du pouvoir et des privilèges. Et ça montre notamment, en fait, que ces axes s'appuient sur la race, la religion, le statut matrimonial, la langue, l'indigénité, le revenu, et donc toute une panoplie de caractéristiques à travers laquelle, en fait, on n'aura pas le temps de passer complètement, mais ça nous permet de les voir, en fait, d'un coup d'œil rapide. Et donc, ces caractéristiques, elles servent de point d'appui à des axes d'oppression. Donc, l'hétérosexisme, j'en ai parlé, le cissexisme, j'en ai parlé, le racisme également, dont on va parler aujourd'hui, le colonialisme, et il y en a d'autres. Évidemment, la transphobie, l'homophobie en font partie. Alors, on doit Kimberly Crenshaw, une intellectuelle, juriste américaine, militante antiraciste, figure majeure du féminisme noir, d'avoir développé le concept d'intersectionnalité, qu'elle définit comme une situation dans laquelle une personne regroupe des caractéristiques qui lui font cumuler plusieurs handicaps sociaux et en font la victime de différentes formes de discrimination simultanément. Alors, appartenir à un groupe minorisé est une chose, mais appartenir à une double minorité, par exemple en appartenant à un groupe minorisé à la fois en fonction de son orientation sexuelle et un groupe minorisé en raison de la couleur de sa peau, par exemple comme un homme gay noir, ou encore appartenir à une triple minorité comme étant, par exemple, une femme noire lesbienne, c'est être exposé vraiment à un cumul d'oppressions qui produisent des effets, qui non seulement se cumulent, mais qui peuvent aussi se décupler. Donc, pour chacun de ces axes, en fait, il y a une position majoritaire et une position minoritaire. Et donc, la distribution du pouvoir est bien différente selon qu'on est plus proche du centre
Donc, par exemple, dans une société sexiste, un homme, qu'on est une personne cisgenre plutôt qu'une personne trans, qu'on est une personne hétérosexuelle plutôt qu'une personne lesbienne, gay ou bisexuelle, qu'on est une personne blanche plutôt qu'une personne de couleur, qu'on parle la langue du pays plutôt qu'une autre langue. Alors, tous ces axes, en fait, définissent des rapports de pouvoir qui se combinent d'une manière complexe. Et ces développements conceptuels, ils ont des conséquences méthodologiques qui nous invitent à explorer autrement les données dont on dispose et à complexifier notre compréhension des phénomènes qu'on étudie. Parce que ce positionnement, à la croisée de ces différents axes, a un impact puissant sur la manière dont on est perçu par autrui en tant que personne minorisée, doublement ou triplement minorisée, et aussi sur la manière dont on se pense soi-même à travers le regard de l'autre qui nous renvoie une image de nous-mêmes. Et ces différents positionnements finissent aussi avec des angles morts. Et un exemple d'angle mort, en fait, c'est la description simpliste qu'on fait des phénomènes. Alors, sur ces figures, vous voyez par exemple à gauche que si on trace une courbe normale sur ces données, ben on est amené à conclure qu'en moyenne, tout va relativement bien. Mais quand on s'intéresse davantage à ce qui se cache sous cette distribution-là, on est forcé de constater en fait qu'il y a plusieurs groupes qui gravitent autour de cette moyenne. Et plus on raffine notre regard, plus on perçoit la complexité des phénomènes sur lesquels on travaille. Et évidemment, on ne prend pas le même type de décision. Quand on regarde ces trois graphiques-là, on peut à gauche prendre une décision qui nous semble la meilleure pour un groupe. Mais si on regarde le graphique du centre, en fait, on voit bien qu'on ne peut pas prendre la même décision parce qu'on a deux groupes différents qui se situent à des positions différentes. Et quand on regarde cette figure à droite, on voit bien que là, on a affaire à 5 groupes, en fait, qui ont des caractéristiques différentes et qui sont probablement bien différents les uns des autres. Et pourtant, c'était la même distribution qu'on a simplement regardée sous de multiples angles. Et donc, ce qui nous permet de faire l'intersectionnalité, c'est justement de voir ces multiples angles. Et donc, non seulement ça nous permet de garder en tête que les personnes LGBTQ2+, ne forment pas un groupe homogène, mais ça nous permet aussi de voir que les effets de l'homophobie et de la transphobie interagissent aussi avec l'expérience du racisme, avec l'âge, la pauvreté, la capacité physique, toute une série d'autres formes ou caractéristiques qui peuvent servir de point d'appui à des oppressions. Et ces caractéristiques, ça devient autant d'axes de division sociale, en fait, qui ont un impact matériel important parce que ça influence, par exemple, l'inclusion socio-économique, mais ça influence aussi l'accès à des privilèges, à la protection, à la capacité à se défendre. Donc, c'est pour les impacts matériels, mais ça a aussi des impacts symboliques importants parce que ça façonne la manière dont les personnes se pensent elles-mêmes et la façon dont elles pensent la société comme un milieu plus ou moins hostile, plus ou moins accueillant. Donc, ces axes, ils façonnent la société, mais ils façonnent aussi les consciences. Et en fait, la conclusion à laquelle on arrive, ça pourrait être le début, ça peut être la fin de la présentation. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de diapos comme ça qui sont à la fois le début et la fin de cette présentation. Donc, on est bien forcé de constater que les jeunes LGBTQ2+, évoluent dans des milieux qui leur signifient que la diversité sexuelle et la pluralité des genres ne sont pas souhaitables. Et ça inclut l'école, ça inclut la famille. C'est vraiment les deux milieux dont je vais vous parler davantage aujourd'hui. Mais chose certaine, les jeunes ne se sentent pas toujours les bienvenus. Et on le voit notamment dans ces données qui sont tirées de l'enquête Bien-être et résilience devant l'adversité, donc qui a été réalisée sous ma direction en 2019-2020 auprès de près de 2000 jeunes LGBTQ2+, de 15 à 29 ans à travers le Canada, et qui nous montre que 18% des jeunes LGBTQ2+, ont vécu au cours de leur vie au moins un épisode durant lequel ils n'avaient pas d'endroit où dormir, où ils avaient dû dormir dans une voiture, chez un ami, dans la rue, où ils ont dû rester dans un refuge pour personnes en situation d'itinérance. Alors, le tiers presque d'entre elles avaient vécu ça dans la dernière année, avant leur participation. Le tiers, encore une fois, d'entre elles avaient vécu ça à peu près 3 fois, voire plus, au cours de leur vie. Et les 2 tiers d'entre elles, pour les 2 tiers d'entre elles, ça avait duré au moins quelques semaines. Et
Donc, ces données-là, on pourrait dire 18 c'est quand même une personne, un jeune sur 6, une jeune sur 6. Alors, on pourrait dire, ah ben, c'est déjà beaucoup, mais je veux dire en fait qu'on sous-estime probablement la prévalence, parce que des données de cohortes canadiennes récentes sur les jeunes en situation d'itinérance estiment à 30 le nombre de jeunes de la rue LGBTQ+, et à 6 le nombre de jeunes trans dans la rue. Alors, clairement, les jeunes LGBTQ+, de plus sont surreprésentés par rapport aux jeunes de la population générale dans le phénomène d'itinérance. Maintenant, en fait, je vais introduire un type de graphique que vous allez revoir pendant ma présentation. Et c'est vraiment pour vous montrer l'effet de ces croisements intersectionnels dont j'ai parlé. Alors, donc ce graphique ici permet de visualiser les personnes en fonction de leur genre, de leur modalité de genre, donc la distinction entre être une personne cis ou une personne trans, ce qu'on appelle la modalité de genre, leur orientation sexuelle et leur appartenance à un groupe racisé. Rappelez-vous du 18 dont j'ai parlé juste avant. Alors, je vous dis, on est à 18 18 c'est ce chiffre moyen sur la courbe. Mais ça désigne aucun groupe réel parce qu'en réalité, si vous regardez cette distribution, ce que l'on voit, c'est que l'instabilité résidentielle touche entre 6 et 37 des jeunes LGBTQ2+, et que les personnes blanches et cisgenres sont en deçà de 15 à avoir vécu une telle instabilité résidentielle, et que c'est à mesure qu'on cumule des caractéristiques sur lesquelles, ou des caractéristiques qui sont ciblées par des axes de pression, en fait, que la proportion de jeunes augmente. Alors, on voit bien, par exemple, que les hommes cis blancs, que les femmes cis blanches, que les garçons et les filles, en fait, c'est des jeunes de 15 à 29 ans, donc sont parmi les moins touchés par l'instabilité résidentielle. Et ensuite, on a les hommes cisgenres, BIPOC, qui est l'expression pour Black, Indigenous, People of Color, donc les personnes noires, autochtones et de couleur, suivis par les femmes cis. Donc, on voit bien que les personnes cis sont ici à droite et ce sont les moins représentés dans les données sur l'instabilité résidentielle. Et les personnes non-binaires et trans sont à droite, donc parmi ces pourcentages qui augmentent. Donc, vous voyez, on part de 0% et on monte jusqu'à presque 40% ici. Et donc, à mesure que se cumulent des caractéristiques, cette prévalence, elle augmente. Et des graphiques comme ça, vous allez en revoir pendant cette présentation. Et ils montrent, ou en tout cas, ils nous amènent toujours vers la même conclusion. C'est-à-dire que être une personne cis, tout en étant un jeune LGBT, nous expose bien sûr à des vulnérabilités particulières, mais souvent pas autant que si on est une personne trans. Être une personne blanche parmi les jeunes LGBTQ+, nous expose à des vulnérabilités, mais souvent pas autant que si on est une personne racisée. Et là, ça dépend des phénomènes exactement, mais parfois, être une femme nous expose à davantage de vulnérabilité que quand on est un homme, et j'y reviendrai. Mais donc, c'est vraiment une manière de vous montrer que derrière ce chiffre moyen de 18 il n'y a aucun groupe d'ailleurs là-dedans qui a 18 mais derrière ce chiffre moyen de 18 se cache en fait une très grande hétérogénéité. Et il y a des groupes auprès de qui on devrait prendre d'autres décisions si on voyait ces données que si on s'arrêtait aux 18 Alors, on a aussi, malheureusement, donc les jeunes qui font face à ces climats, et je vais revenir sur ces climats en fait, donc les jeunes qui font face à ces climats ne se sentent pas les bienvenus, sont parfois poussés dans la rue par des familles qui les rejettent, par des milieux scolaires, par des écoles où ils n'arrivent pas à trouver leur place. Et donc, la rue devient plus attirante et plus attractive que leur milieu de vie immédiat. Malheureusement, il y a aussi des jeunes qui vont être amenés à conclure que leur vie vaut moins, que leur existence n'en vaut pas la peine. Donc, on n'est pas les bienvenus. On n'a rien à faire chez nos parents. On n'a rien à faire à l'école. Peut-être qu'on n'a rien à faire dans l'existence, en fait. Et ce qu'on voit ici, c'est des données aussi très révélatrices de ce gradient dont parle la théorie intersectionnelle, mais aussi des données extrêmement tragiques.
Et donc, la proportion, en fait, de personnes, dans ce cas-ci, en fait, des jeunes femmes qui avaient pensé sérieusement à se suicider dans l'enquête sur le parcours amoureux des jeunes, qui est une enquête, en fait, sur la violence interpersonnelle, euh, montre que quand on s'intéresse au sous-groupe, en fait, donc ce 31 il varie plutôt entre 28 et 78. Et encore une fois, plus on cumule de désavantages ou plus on appartient à des catégories minorisées, plus la probabilité qu'on rapporte des idéations suicidaires sérieuses augmente. Et donc, chez les jeunes femmes cisgenres, hétéros, blanches, parce qu'on avait des jeunes hétéros dans l'enquête sur le parcours amoureux des jeunes, en fait, cette proportion d'idéations suicidaires sérieuses, elle était à 28. C'est déjà énorme, 28. Et regardez comment ça monte systématiquement ensuite. Donc, toujours chez les jeunes femmes, en tout ce graphique porte chez les jeunes femmes, ça monte à 30 chez les jeunes femmes cis hétéros racisées. 41 chez les femmes trans ou en questionnement de leur identité de genre, hétéro et blanches. Et ça continue comme ça. Donc, 41, 44, 50, 54. Et les personnes les plus vulnérables, en fait, celles qui rapportaient le plus d'idéations, en fait, les idéations suicidaires en plus grande proportion, c'était les femmes trans ou en questionnement, LGBTQ+, racisées. Donc, le cumul de l'orientation sexuelle ou de l'hétérosexisme, en fait, du racisme, du sexisme et de la transphobie ont des effets terribles sur les jeunes. Alors, c'était dans page des jeunes du secondaire, donc du secondaire 3, 4 et 5. Donc, ils ont à peine, les plus âgés d'entre eux ont à peine 18 ans. Et chez les jeunes garçons, c'était très similaire. Donc, on voit que ça passe de 28 à 78 Et donc, il y a une moyenne à peu près qui est autour de 20-22 des jeunes des jeunes garçons qui ont présenté des idéations suicidaires sérieuses. Eh bien, quand on regarde qui ou quoi se cache, en fait, derrière cette distribution, on constate ces chiffres qui sont, encore une fois, vraiment accablants. Et c'est un dilemme, en fait, que Michel Doré a très bien résumé chez les jeunes hommes dans cette formule qui est aussi puissante que tragique, mort au fif. Autrement dit, être cet autre qui mérite toutes les insultes, homophobes, transphobes, racistes, possiblement simultanément, ou être mort, voilà l'option qui s'offre aux jeunes. Alors, évidemment, la suicidalité et l'itinérance, ça ne vient pas tout seul. On peut aussi ajouter dans le portrait des indicateurs de santé mentale plus ou moins favorables. Et ici, en fait, on a les données de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire. Et ce graphique, vous allez en avoir d'autres exemples, en fait, positionne la situation idéale sur la ligne 1 et montre, en fait, la position des jeunes hétéros. Et on a contrasté la position des jeunes de minorités sexuelles par rapport à eux sur des indicateurs qu'on souhaite être positifs, donc qui sont positifs en fait. Donc, les jeunes de minorités sexuelles étaient moins nombreux à avoir une santé mentale positive que les jeunes hétéros. Une santé mentale qu'on dit florissante, en fait, qui est le critère le plus élevé de santé mentale. Donc, c'est un premier indicateur. Un deuxième indicateur, la détresse psychologique. Et bien évidemment, on souhaite qu'elle soit la plus faible possible. Et ici encore, les jeunes de minorités sexuelles étaient moins nombreux que les jeunes hétéros à présenter une faible détresse psychologique. Et les jeunes, c'est un peu plus compliqué à interpréter. En fait, c'est plus simple de le dire dans l'autre sens, mais donc, les jeunes de minorités sexuelles étaient moins nombreux à ne pas prendre de médication. La médication étant contre la dépression et l'anxiété étant évidemment un indicateur d'un besoin de soins. Donc, au fond, peu importe comment on regarde ces données-là, ce que l'on constate, c'est que comparativement à la population générale du même âge, les jeunes de minorités sexuelles n'ont pas accès à des ressources équivalentes sur le plan de la santé mentale, ou bien ont accès à des ressources, mais à des ressources qui ne sont pas adaptées à eux et elles d'une manière à leur permettre d'atteindre des résultats équivalents en matière de santé mentale.
Encore une fois, je vous invite à regarder ce graphique où, derrière ces chiffres sur la santé mentale positive, se cache une très grande diversité de profils. Alors, on peut en proposer une analyse intersectionnelle, comme je l'ai fait, et on voit encore une fois un gradient très révélateur. Alors, le gradient révèle que la position la plus favorable, elle est occupée par les hommes cisgenres blancs, donc qui est ici en haut, là, suivi des hommes cisgenres BIPOC, suivi des femmes cisgenres blanches, des femmes cisgenres BIPOC ou racisées, excusez-moi, c'est le terme que je devrais utiliser. Et ensuite, on voit donc les personnes trans et non-binaires, donc qui sont celles qui rapportent les taux les plus faibles de santé mentale florissante, qui est encore une fois le critère de ce qu'on souhaite pour tout le monde. Alors, ces données, elles montrent comment se cumulent chez les personnes les effets du racisme, de la transphobie, du sexisme également, chez les jeunes LGBTQ2+, pour graduellement faire diminuer la proportion de santé mentale florissante de 32% à 10%. Évidemment, je souligne aussi que le 32%, ce n'est pas un chiffre très élevé. Là, on veut qu'il y ait plus qu'un jeune sur trois quand même qui aille le mieux possible. Et c'est pas là qu'on est, en fait, pour les jeunes LGBTQ+, là, parce que ces données-là, elles portent sur les jeunes LGBTQ+. Mais non seulement ce n'est pas optimal pour ceux qui vont le mieux dans ce sous-groupe, mais les données révèlent vraiment ce gradient atterrant, qui montre en fait que la vulnérabilité, elle est beaucoup plus grande chez les jeunes LGBTQ+, et qu'il y a une très grande hétérogénéité dans ces profils-là, et que cette hétérogénéité, elle dépend largement, en fait, de l'expérience que l'on fait de la transphobie et du racisme également. Alors, à ce stade-ci, je voudrais faire un pas en arrière et mettre ces données dans le contexte plus large des milieux de vie dans lesquels les jeunes évoluent. Ça va nous permettre, en fait, d'envisager des réponses à des questions comme pourquoi les jeunes LGBTQ2+ en viennent à penser qu'ils vivraient moins de violence dans la rue que dans leur famille ou dans leur école, ou comment viennent-ils à penser que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Alors, il n'y a aucune réponse qui n'appartient en propre aux jeunes LGBTQ+. Les raisons, elles se résument à l'image qu'on leur renvoie à travers notre inconfort avec la diversité sexuelle et de genre, à travers des institutions qui restent silencieuses devant les violences qu'elles vivent, à travers des règlements et des lois qui les traitent comme des citoyennes et des citoyens de seconde zone, ou qui minimisent l'ampleur et l'impact des violences qu'elles vivent. Alors, ces raisons, elles se trouvent à l'extérieur d'elles, donc, dans un contexte défavorable qui touche spécifiquement les personnes minorisées et qui est le point de départ d'une chaîne longue et complexe de cause à effet. Alors, mes collègues Alexa Martin, Story, Mathieu Joël-Gervais, Paul-Robert Juster, Isabelle Cholet vont vous parler cette semaine plus en détail de cette chaîne causale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne causale, elle a pour point de départ ce qu'on appelle le stress, une forme de stress, en fait, qu'on appelle parfois stress minoritaire, qui est la forme de stress qui est spécifique aux personnes qui vivent une situation de minorité. Et cette forme de stress, elle est unique aux personnes minorisées parce que elle résulte notamment du déficit de pouvoir et de privilèges qui vient dans des situations minoritaires. Cette forme de stress, elle s'ajoute au stresseur usuel que vit tout le monde. Cette forme de stress, elle a une cause fondamentalement sociale, c'est-à-dire que sans les regards infériorisants qui justifient des violences à leurs égards, les jeunes LGBTQ+ ne seraient pas menacés et ne développeraient pas une image d'elles-mêmes qui nuit à leur bon fonctionnement. Une autre caractéristique de cette forme de stress, c'est qu'elle est aussi chronique. Chronique parce que l'hétéro-cis-normativité ne disparaît jamais. Et les personnes LGBTQ+, savent très bien qu'elles ne sont jamais à l'abri d'une diversité d'agressions, des plus subtiles aux plus graves, comme le montrent d'ailleurs les statistiques sur le crime haineux au Canada. Et ce stress génère des impacts sur la manière dont les jeunes intègrent harmonieusement ou non leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et sur cette image, en fait, ce qu'on peut lire, c'est « Il n'y a pas de suicide des jeunes queer, il n'y a que des meurtres des jeunes queer ». Et cette phrase, en fait, on peut la trouver difficile, on peut la trouver exagérée, mais elle nous force vraiment à nous interroger et montre en fait que si les jeunes n'étaient pas exposés à ces stresseurs, qui ne relèvent pas d'eux, qui ne relèvent pas d'elles, mais qui relèvent vraiment de ce regard infériorisant,
et elles n'en viendraient pas à se percevoir d'une manière aussi négative et d'une manière qui les amène à vouloir s'enlever la vie. Alors, on a étudié l'impact de la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre sur les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels en questionnement. Dans les données sur le parcours amoureux des jeunes, donc réalisé dans les écoles secondaires du Québec, l'échantillon de plus de 8000 jeunes, en fait. Donc, un projet dirigé par ma collègue Martine Hébert. Et ces données, en fait, confirment que les jeunes qui vivent la discrimination directement basée sur leur orientation sexuelle, leur identité de genre, eh bien, elles avaient plus de difficultés à affirmer leur orientation sexuelle. Les données montrent aussi qu'elles étaient plus susceptibles de cacher leur orientation sexuelle, que plus elles vivaient cette discrimination, en fait, plus elles développaient une image négative d'elles-mêmes, plus elles développaient ce qu'on appelle l'homophobie ou la biphobie intériorisée. Donc, il y a vraiment cette vision qu'on est, que parce qu'on est une personne LGBTQ+, par exemple, on est une mauvaise personne, on est une personne qui n'en vaut pas la peine. Cette discrimination, elle augmente aussi les préoccupations relatives au jugement d'autrui. Donc, augmente l'hypervigilance, augmente un peu le sentiment d'être sous observation, d'être probablement ou d'être exposé à être découvert. Également, c'est aussi des jeunes les plus discriminés qui étaient le plus susceptibles de présenter de la confusion dans leur orientation sexuelle. Et c'était aussi les jeunes qui présentaient la plus grande difficulté à s'adapter ou à intégrer de manière harmonieuse leur orientation sexuelle. Alors, autrement dit, la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre contribue à créer vraiment chez les jeunes un climat de peur qui pousse les jeunes à se cacher, à douter d'elles-mêmes, à remettre en question la validité de qui ils sont, de qui elles sont. Et ça vient compliquer l'acceptation de leur orientation sexuelle. Et à ma connaissance, on n'a pas de données chiffrées équivalentes pour les jeunes trans et non-binaires au Québec, ou en tout cas, ça commence tout juste à être produit, mais les données qualitatives disponibles montrent aussi des constats similaires sur la manière dont la discrimination vécue et les obstacles que l'on rencontre, en fait, posent vraiment un problème à l'intégration harmonieuse de l'identité de genre. Et dans les prochaines minutes, je vais vous parler du climat social en général, en particulier du climat dans la famille et l'école qui façonne ces expériences de discrimination et viennent atteindre à l'image que les jeunes se font d'elles-mêmes. Alors, en ce qui concerne le climat social, je vais vous présenter en fait ces données qui ont été colligées pour le compte du ministère de la Justice en 2013 et en 2017. Et ce qu'on peut d'abord constater, c'est que la proportion de personnes qui se disaient à l'aise avec des personnes LGBT+, a augmenté entre 2013 et 2017, donc en passant de 63% à 74%, comme on le voit ici. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais cette bonne nouvelle, elle est contrebalancée par le fait que la proportion de personnes qui se disaient mal à l'aise a, elle aussi, augmenté. Et donc, en fait, c'est comme si on n'est pas face à un mouvement unidirectionnel vers une plus grande aisance à l'égard de la diversité sexuelle. On est plutôt dans un mouvement à deux vitesses. Il y a une partie de la population qui adopte des attitudes favorables plus rapidement qu'une autre. C'est une première hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'on est plutôt dans une polarisation vers des extrêmes. Donc, il y a une partie de la population qui développe des attitudes plus favorables et une autre partie de la population se cristallise dans des attitudes plus négatives. Et ces deux hypothèses, on les voit circuler dans la littérature et il y a des données ailleurs dans le monde qui les appuient. Un autre élément que les données du sondage du ministère de la Justice révèlent, c'est que si les taux d'aisance avec différentes catégories de personnes étaient relativement élevés dans la population générale, à l'égard des personnes gays et lesbiennes, elle diminuait à l'égard des personnes bisexuelles et elle était encore plus faible à l'égard des personnes trans. Donc, si vous voyez, donc on a ici les personnes homosexuelles avec les lignes bleues, en vert les personnes bisexuelles, en orange les personnes trans. Et vous voyez bien que les proportions pour chaque type de personne auquel on peut penser donc, diminuent. Donc, ces proportions, elles soulignent la proportion de personnes qui se disaient à l'aise. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention ici,
c'est que comparativement à la proportion moyenne observée dans d'autres catégories de personnes, il y a toujours un 10% de moins de répondants qui se disaient à l'aise avec l'idée que leur propre enfant soit homosexuel. 8% de moins à l'idée que leur propre enfant soit bisexuel. 12% de moins à l'idée que leur propre enfant soit trans. Autrement dit, c'est avec l'idée que leur propre enfant puisse être gay, lesbienne, bisexuel ou trans que les gens sont les moins confortables. Et cet inconfort, il envoie des messages aux jeunes. Et ces messages, ils sont entendus. Alors, on peut vouloir se rassurer en trouvant que ces pourcentages sont élevés dans l'ensemble, mais malheureusement, ils ne suffisent pas à faire contrepoids devant la violence qui font les manchettes chaque année. Et j'évoque cette question des manchettes, en fait, parce que j'avais quelques diapos qui rapportaient justement les grands titres sur les attaques homophobes, sur les attaques transphobes qu'on a pu voir. J'ai retiré ces images qui étaient difficiles à regarder. J'ai retiré ces diapos parce que je me doutais que le temps qu'on avait ne me permettrait pas de les présenter. Mais les images, elles existent. Ces manchettes, malheureusement, on continue de les voir encore aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que j'allais revenir en fait sur deux contextes plus précisément, celui de la famille. Donc, je continue à vous en parler. Dans l'enquête Brave, en fait, toujours, les jeunes ont décrit certains comportements négatifs donc, qui survenaient dans leur famille et 38% ont rapporté avoir vécu à répétition au moins une forme des comportements suivants. Donc, ce n'est pas 38% une fois dans leur vie, c'est 38% à répétition dans les 12 derniers mois. Il faut savoir, en fait, que dans la famille, même si on parle de famille immédiate ou élargie, ici, 3 jeunes sur 4 ont identifié leurs parents immédiats comme auteurs de ces comportements. Alors, les formes les plus rapportées sont des formes qu'on évoque plus souvent sous le terme de violence psychologique, en fait, donc un mélange d'exclusion sociale, du fait d'être ignoré, exclu, méprisé, qu'on se fasse traiter de nom, insulté, harcelé, intimidé verbalement, qu'on se fasse crier après, ou encore qu'on se fasse qu'on nous traite en fait comme si on appartenait à un groupe malhonnête, qu'on nous traite comme si on appartenait à un groupe qui mérite le stigmate. Alors évidemment, les formes les plus graves sont moins fréquentes, donc la violence physique, 10% des jeunes, le vandalisme, le fait de voir ses objets détruits par un membre de sa famille, donc il était à 11%, mais je vous rappelle que ces formes sont des formes à répétition. Donc au moins une des formes, c'est un 38%. Je dois dire que ces données, en fait, l'enquête Brave, comme l'enquête CV-LGBTQ+, s'est déroulée en partie pendant la pandémie. Donc, évidemment, une période où les jeunes étaient confinés avec leur famille, où les familles étaient sous pression, avec tout le stress que cette situation-là a pu générer, la pression que ça a pu mettre sur les interactions. Donc, évidemment, il est possible qu'on n'ait pas une représentation usuelle ou qu'on n'ait pas un tableau normal de la situation. Et peut-être qu'on surestime, en fait, le niveau de conflictualité au sein des familles des jeunes LGBTQ+. Néanmoins, ces événements, ils ont quand même existé avec les effets qui viennent avec. Maintenant, ce 38%, je vous invite à le regarder sous le prisme de l'intersectionnalité à nouveau. Et regardez ce qu'on voit. Donc, on constate ici que l'ampleur de la violence en milieu familial n'est, encore une fois, pas la même en fonction des sous-groupes d'intérêt. Alors, tous ces jeunes appartiennent à la diversité sexuelle et de genre. Donc, ce sont des jeunes LGBTQ+. Mais parmi elles, c'est généralement les jeunes cisgenres qui rapportent le moins de victimisation en milieu familial, en particulier les jeunes garçons cisgenres. Puis les personnes racisées suivent des femmes cisgenres qui en rapportent un peu plus. Et ça augmente chez les jeunes non-binaires et les jeunes trans. Ce sont en particulier les jeunes personnes non-binaires assignifiées à la naissance et les hommes trans racisés qui en rapportent le plus. Donc, pour tous les jeunes non-binaires, l'ampleur de la violence était plus élevée. Et on remarque, encore une fois, donc cette division en fait du graphique vraiment entre groupes d'intérêt.
Dans ce modèle, on a voulu explorer, en fait, à partir des données de page, l'impact de cette violence, notamment verbale, des parents, puisque c'est la plus fréquente, en fait, donc chez les jeunes trans. D'abord, ce qu'on constatait, c'est que les jeunes trans étaient plus nombreux que les filles ou que les garçons cis à vivre de la violence parentale et de la victimisation basée sur leur genre, et que ça avait un effet très direct, en fait, sur leur estime d'elles-mêmes. Hein, donc, plus de violence, plus de victimisation, moins une plus faible estime de soi. Une plus faible estime de soi, ça se traduit par une plus grande détresse psychologique. Et cette détresse psychologique, on ne l'a pas ici sur le graphique, mais elle est évidemment directement liée à la suicidalité dont on a parlé précédemment. On a aussi montré qu'un soutien élevé des parents aidait les jeunes à passer à travers les épisodes de victimisation et que ce soutien, il réduit les effets de la victimisation homophobe sur la détresse des jeunes. Alors, ce qu'on voit dans ce graphique, c'est vraiment, donc d'abord, l'effet de la victimisation homophobe qui augmente la détresse psychologique, la victimisation homophobe qui augmente également l'homophobie intériorisée, cette vision négative de soi qu'on acquiert en tant que personne gay, lesbienne ou bisexuelle, en fait, donc une vision négative de la diversité sexuelle à travers laquelle qu'on finit par croire et qu'on finit par endosser pour soi-même. Et donc, ici, on voit bien cette chaîne, hein, plus de victimisation homophobe, une image plus négative de son orientation sexuelle et de soi comme personne LGB ici, et tout ça augmente la détresse psychologique. Un autre lien direct, et ce qu'on a montré également, et on n'est pas les seuls à l'avoir fait, c'est que plus les parents offrent un soutien élevé, plus les effets de la victimisation sont atténués sur la détresse psychologique et la santé mentale. Et pas juste un petit soutien, mais vraiment un soutien, un soutien élevé. Et en fait, comme c'est une grande enquête, dans les écoles, les échelles, elles étaient relativement courtes, mais les énoncés auxquels les jeunes ont répondu pour qualifier le soutien de leurs parents, c'était « un parent est disponible quand j'ai besoin d'elle ou de lui »,« un parent se préoccupe de moi et je peux compter sur un parent pour m'aider à résoudre des problèmes ». Donc, on voit en fait que ces formes de soutien, elles ne sont pas exceptionnelles. Elles sont pas, c'est pas des formes de soutien qui ne sont pas apportées pour les parents. Au contraire, ce sont des formes de soutien très faciles à mettre en place. Être disponible, se préoccuper du bien-être de son enfant, l'aider à résoudre des problèmes. Et donc, quand les jeunes endossaient ces énoncés-là, et en tout cas, ceux qui les endossaient davantage étaient ceux vraiment pour qui le soutien venait bloquer les effets négatifs de la victimisation homophobe. Donc, c'est un résultat extrêmement important. Et Transpulse, donc l'enquête sur les personnes trans en Ontario, pas Transpulse Canada, là, qui est plus récent, mais l'enquête précédente, a montré exactement la même chose chez les jeunes trans. En fait, comment un soutien parental élevé améliore leur santé mentale et diminue leur suicidalité. Aude Villatte, également, et ses collègues à l'Université du Québec en Outaouais, qui ont étudié plus de 5000 jeunes au Québec de 18 à 29 ans, ont aussi montré qu'un soutien familial était lié à moins de confusion identitaire chez les jeunes lesbiennes et bisexuels. Donc, plus de soutien, moins de confusion. Donc, une meilleure intégration, une intégration plus harmonieuse de son orientation sexuelle. Et je vous parle de cette question de la confusion identitaire pour introduire les données suivantes, parce que cette confusion identitaire, quand elle se mélange à une faible estime de soi, quand embarque le besoin que cesse la violence dont on est victime, le besoin de plaire à ses parents, ça crée un contexte qui crée l'idée que les choses seraient plus faciles si on n'était pas une personne LGBT. Les choses seraient plus faciles, on aurait un avenir plus agréable.
Et les données du projet CV LGBTQ+, donc, que je co-dirige avec Isabelle Côté et Lynn Chamberlain, montrent le rôle de ce climat dans l'expérience des pratiques de conversion de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et donc, c'est exactement le genre de contexte qui donne une prise à ces tentatives de conversion. Et juste pour vous donner un exemple, on voit ici qu'on a 40% de notre échantillon de personnes LGBTQ+ au Québec qui a rapporté vivre des pressions, des demandes ou des suggestions pour changer. On avait aussi un 25% qui rapportait avoir subi des tentatives pour modifier ou prévenir des variations de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Alors, c'est énorme. Et on avait 4,4% de personnes qui avaient été directement impliquées dans des services dont la visée était de changer leur orientation sexuelle ou leur identité ou leur expression de genre. Et pour ces personnes, donc parmi les 4,4%, il y avait presque une personne sur deux pour qui les parents avaient consenti à ces services. La majorité de ces services de conversion, de ces expériences, avaient été vécues entre 1990 et 2010. Donc, on ne parle pas de pratiques anciennes des années 50, 60 ou 70. Là, on parle vraiment de pratiques, somme toute, relativement récentes. Ces expériences, elles survenaient à tous les âges. Et triste, oui, triste, c'est que dans les données, on voit bien, en fait, les gens nous disent que leur objectif, c'était d'améliorer leur avenir, d'être plus heureuse. Alors, c'est dire vraiment le pessimisme et le désespoir que l'homophobie et la transphobie insufflent chez les personnes. Alors, j'aimerais bien vous dire, en fait, que si on ne trouve pas de soutien dans la famille, on peut en trouver à l'extérieur. Donc, chez les amis peut-être, dans un adulte important à l'extérieur, mais là aussi, les données de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire nous montrent que malheureusement, les jeunes de minorité sexuelle se situent ici encore en deçà des jeunes hétéros dans leur capacité à obtenir un soutien élevé de leur famille, de leurs amis ou d'un adulte dans leur entourage, donc ce qu'on appelle ici le soutien communautaire dans l'environnement communautaire. Et donc, encore une fois, ce que ça montre, c'est que les jeunes de minorité sexuelle ont un accès limité à du soutien social. Alors, est-ce qu'on peut espérer que l'école soit un lieu d'épanouissement et de soutien pour les jeunes LGBTQ dans la mesure où la famille n'en est pas toujours un, dans la mesure où la communauté ou les amis n'en est pas toujours un? Évidemment, si vous avez vu la présentation de Christophe Cornu ce matin, vous connaissez déjà la réponse à cette question. Alors, on souhaite que l'école soit un lieu d'épanouissement et de soutien. La vérité, c'est que ce n'est pas toujours le cas pour plusieurs d'entre eux et d'entre elles. Alors, les données de Statistique Canada montrent que près de la moitié des étudiants des établissements postsecondaires, en fait, avaient été témoins ou victimes de discrimination fondée sur le genre, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle, qu'elle soit réelle ou perçue, comme ça a été bien discuté ce matin. Et ces chiffres sont aussi confirmés dans les sondages Léger Marketing fait pour le compte de la Fondation Émergence, par exemple, qui montrait que la moitié des Canadiens des Canadiens et Canadiennes avaient déjà été témoins d'actes d'homophobie ou de transphobie. Et ce matin, en fait, on voyait même des chiffres qui allaient jusqu'à hauteur de 70% dans les données de M. Cornu. Alors, dans l'enquête Brave, c'était 31% des jeunes en milieu scolaire qui rapportaient avoir vécu des événements négatifs à répétition. Alors, le temps file. Je vais, pour conclure rapidement, en fait, je vais tout de suite passer à ce graphique que vous avez maintenant l'habitude de voir. Et encore une fois, je veux attirer votre attention sur le fait que les personnes cis sont surtout dans les groupes les moins victimisées ou celles qui rapportaient le moins d'événements négatifs et que les personnes trans et non-binaires étaient parmi celles qui en rapportaient le plus et que les personnes racisées, comparativement aux personnes blanches, étaient aussi parmi celles qui en rapportaient davantage. Donc, on voit encore ici ce gradient très révélateur en fait, de la manière dont la société est organisée sur des axes d'oppression, de la manière dont joue le racisme, le sexisme, l'hétérosexisme et le cissexisme, et de la manière dont l'intersectionnalité est une lunette puissante pour observer l'hétérogénéité entre les groupes. Et je le disais un peu plus tôt à
à des collègues, en fait, cette démonstration, elle est tellement constante, ce gradient, il est tellement constant dans les données, on peut juste être émerveillé par la théorie et en même temps, ça révèle une véritable tragédie au sein des populations LGBTQ+. Alors, ces données-là étant en milieu scolaire, les données de l'enquête québécoise nous permettent aussi d'observer que les jeunes de minorités sexuelles, alors on n'a pas de données sur les jeunes trans dans cette enquête-là, la prochaine, espérons-le, mais on voyait bien que sur le plan de l'engagement scolaire, du sentiment d'appartenance à l'école, du risque de décrochage et de la et de l'absence de victimisation, les jeunes de minorités sexuelles étaient systématiquement désavantagés. Et comment est-ce que ça pourrait en être autrement, considérant la victimisation que j'ai présentée jusqu'avant? Et ce qu'on a aussi montré à partir des données de l'enquête sur le parcours amoureux des jeunes, c'est que cette discrimination, cette violence, elle diminue le sentiment de sécurité à l'école, elle est associée à une plus grande détresse et que tout ça a un impact sur l'auto-évaluation de sa réussite scolaire. Donc, les jeunes qui sont victimes de discrimination se sentent moins en sécurité et rapportent également des résultats scolaires plus faibles. Alors, on ne l'a pas analysé dans une perspective intersectionnelle dans ce cas-ci, mais je pense que les données que je vous ai présentées précédemment nous permettent de douter de ce que deviendrait le modèle si on tenait compte de cette approche intersectionnelle. Alors, au fond, je vais revenir, je vais conclure vraiment très rapidement, mais donc j'en ai parlé, le dévoilement initial de l'orientation sexuelle survient plus tôt. Et oui, le signe, peut-être que ça va mieux socialement. Il ne faut pas non plus nier les avancées, il ne faut pas non plus nier les changements légaux. On le dit souvent, hein, les changements légaux surviennent, mais l'égalité juridique est une étape, mais elle ne vient pas nécessairement avec l'égalité sociale qui, elle, prend beaucoup plus de temps. Donc, le climat dans lequel survient ce dévoilement initial, qui survient de plus en plus tôt, lui n'est pas nécessairement un climat très ouvert pour les jeunes. Et les jeunes n'ont pas nécessairement encore à cet âge l'autonomie et le degré de maturation qui leur permet de composer plus facilement avec la rupture potentielle des liens amicaux ou familiaux. Donc, c'est une des hypothèses pour expliquer que malgré ce climat qui s'améliore, et le dévoilement qui survient plus tôt, la situation ne s'améliore pas nécessairement pour les jeunes LGBTQ+, sur le plan de leur inclusion, de leur santé mentale. Il faut aussi rappeler donc que tous les jeunes LGBTQ2+, rencontrent des défis importants, que ces défis compromettent leur inclusion dans la famille et l'école, entre autres. C'est les deux domaines sur lesquels j'ai insisté. Ça compromet leur développement harmonieux, ça compromet leur acceptation d'elles-mêmes, ça compromet leur santé mentale. Et à travers tout ça, j'insiste, il ne faut pas oublier que les jeunes LGBTQ2+, ne forment pas un groupe homogène en regard de leur vulnérabilité face à ces défis. Donc, les jeunes non-binaires et trans et les jeunes racisés sont confrontés à des défis spécifiques. Le racisme, la transphobie, le cissexisme, et que ces défis ils peuvent se combiner et créer des contextes particuliers qui vont potentialiser leur vulnérabilité. Alors, il faut reconnaître qu'il y a des disparités importantes au sein de nos communautés LGBTQ2+, en particulier pour les personnes trans, les personnes autochtones, noires, racisées, pour qui s'accumulent des formes d'exclusion, des formes de non-reconnaissance, en particulier quand leur existence même et sa légitimité sont débattues, comme on le voit malheureusement encore régulièrement dans les médias. Et l'intersectionnalité comme approche nous force à repenser la manière dont on conceptualise les causes et les distributions et la distribution de ces inégalités-là.